Bonjour à tous. Donc voici une nouvelle interview que nous faisons avec mon compère Eudes. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, nous recevons Kevin Rubris pour Mon Agile. Oui, bonjour à tous. Bonjour Kevin, merci d'être avec nous. Donc, Avec on a plein de plaisir. questions pour toi. Donc, comme d'habitude, les questions, c'est retransmis en même temps sur Clubhouse en live et enregistré. Et on le verra ensuite sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, l'interview est comme toujours en plusieurs parties où tu vas nous raconter ta life, entre guillemets. D'accord. Et après, on a quelques questions à te poser, des questions notamment inspirantes pour les entrepreneurs. On démarre. Tu veux y aller? Tu veux te présenter en quelques minutes? Ouais, pas de souci. Alors, ouais, comme vous avez dit, je suis Kevin Rubris, le fondateur de Mon Agile. J'ai 32 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe, en fait, où j'ai grandi, je suis né et j'ai, voilà, on va dire historiquement, une formation dans le domaine de l'électronique, système de télécom. Donc, rien à voir avec le sujet de ma venue aujourd'hui, qui est Mon Agile, et que j'aurai sûrement l'occasion de vous présenter un peu plus tard, hein, parce que ça fait partie maintenant de ma vie à part entière. Mais voilà, de base, j'évoluais dans le domaine de l'informatique, l'électronique, avant de me lancer dans les joies de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat par la suite. Justement, l'un ayant amené l'autre, en fait, au final, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus, mais voilà, simplement, je suis sur l'île de France maintenant, où je travaille à plein temps sur ce projet entrepreneurial qu'est Mon Agile, la conciergerie, nouvelle génération que j'essaie de mettre dans les mains de l'ensemble des investisseurs immobiliers. Tu as quel âge? 32 ans. 32 ans, Okay. 32 ans. Donc, je suis sur l'île de France depuis maintenant 4 ans. Et historiquement, voilà, après avoir fait des études sur Rennes, donc je me considère un peu comme breton d'adoption, parce que j'y suis resté assez longtemps. Je suis resté 8 ans, 9 ans, et j'y retourne encore assez régulièrement. Je suis venu en Île-de-France pour continuer ma carrière historiquement dans l'électronique. Et c'est un concours de circonstances, hein, qui m'a amené à travailler dans l'immobilier, puisque j'ai investi comme pas mal de Français, hein, puisque voilà, j'ai investi dans la pierre. J'ai acheté un premier logement à Rennes. On investit toujours là où on connaît, ou en tout cas là on a ses repères. Tu avais quel âge quand tu as acheté ton premier appartement? J'avais 28 ans. Bien. 28 ans. En fait, je rentrais d'une expérience à l'étranger, pardon, qui était assez enrichissante au Qatar, exactement, pour mon ancien travail en tant qu'ingénieur. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très inspirantes, justement, au niveau de l'investissement. Ils ont une approche totalement différente de la nôtre. Ils prennent ce qu'on peut qualifier ici beaucoup de risques, parce qu'ils n'ont pas autant de sécurité que nous on peut avoir en France, hein. Là, on est quand même dans un pays qui nous protège assez bien, même parfois de nous-mêmes. Et là-bas, voilà, ils se lançaient dans des projets avec beaucoup moins de moyens que ce qu'on pouvait nous avoir en métropole, en France métropolitaine. Et j'étais sidéré de voir des gens comme ça. En fait, c'était vraiment impressionné. Voilà, moi j'ai un doctorat en électronique, et je voyais des gens qui, sans offense, mais voilà, qui n'avaient pas forcément le même background, se lancer dans des projets totalement fous et avec une telle ferveur, mais que ça m'a inspiré, en fait, et que je suis revenu en France en me disant, je vais me lancer aussi dans l'entrepreneuriat, en me lançant d'abord dans quelque chose d'assez facile, on va dire, ou plus simple, qui est la pierre, qui rassure un peu tout le monde d'avoir investi dans l'immobilier. Et je me suis lancé dans un achat d'un T7. Oula. T7. Oui. Mais revenons donc au Qatar. Comment tu as atterri au Qatar? En fait, de formation, comme je disais, j'ai un doctorat en électronique, système de télécom, et je travaillais pour des sociétés. Je ne sais pas si je dois te donner des noms ou pas, mais voilà, je travaillais pour des sociétés comme Thales, Naval Group. J'ai bossé pour ce type de structure. Et en tant que responsable hyperfréquence, je suis parti là-bas pour travailler pendant un an, dans le cadre des travaux qu'on avait avec le Qatar. Donc c'est en observant là-bas que tu as eu le mindset, que tout d'un coup ça a fait clic dans ton cerveau, tu t'es dit. C'est ça, exactement. Ce jour-là, je peux le faire. C'est exactement, c'est-à-dire qu'on nous apprend beaucoup de choses à l'université, à l'école, ou même dans les différentes filières, et que l'on applique ces choses pour d'autres, en fait, alors qu'on pourrait aussi se l'appliquer pour soi-même. Et c'est un peu ce qui m'a bluffé au Qatar, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément des compétences, mais qui décidaient
qui avaient envie de bosser pour eux, voilà, de s'en sortir aussi, voilà, se lancer des défis. Et avec un background beaucoup moins poussé, beaucoup moins abouti que certains autres profils. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, on pourrait dire qu'ils n'ont pas forcément toutes les chances de leur côté, parce que parfois, ils n'ont pas forcément les compétences ou même les connaissances ou le réseau pour se lancer. Et pourtant, ils se lancent. Ils ont cette fin de se lancer une fois, deux fois, trois fois. Ils ont vraiment pas de frein, en fait, à l'entrepreneuriat, à investir, à se lancer dans des défis. Et c'est ce qui m'a vraiment fait le déclic, où je me suis dit, ah oui, quand même, toi, tu es tranquille là, dans ta sécurité, alors que tu as envie de plein de choses, mais tu restes dans ta sécurité en mode, voilà, je ne peux pas prendre de risques, je suis bien, j'ai mon salaire qui tombe, voilà. Donc au final, en rentrant, je me suis dit, mais non, je vais me lancer pleinement dans ces aventures-là, sachant que oui, j'ai des connaissances liées à mon cursus scolaire et professionnel, et que je pouvais mettre ces compétences-là aussi au service de mes propres projets. Donc, c'est comme ça que je me suis décidé à me lancer. Est-ce que tu es en train de dire qu'en fait, on est trop gâté en Occident, enfin en Europe, en France, en fait, on mérite, c'est ça? Alors, je ne sais pas si on peut dire gâté, parce que effectivement, on a la chance d'avoir un cadre qui nous protège. Et ça, on peut pas vraiment s'en plaindre. En revanche, c'est vrai que le côté, le prise de risque, c'est le revers de la médaille, en fait, d'être autant couvé, entre guillemets, fait que on n'a pas forcément besoin de sortir de sa zone de confort, où on a un peu plus de réticence à le faire. Alors que lorsque je rencontrais par exemple des Indiens ou des Australiens ou même des Américains, eux, c'est leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. C'est constamment, ils osent des choses, ils ont une idée, une opportunité, ils la saisissent, ils y vont, ils n'ont pas cette crainte du changement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être moins en France, peut-être que c'est lié à l'histoire aussi de notre pays, mais voilà, je pense que c'est vrai qu'il y a cette différence-là qu'on pourrait constater entre les Français, si je veux dire ça comme ça, et d'autres nationalités qui ont, je ne dirais pas qu'ils ont plus faim, mais ils sont moins couvés, donc ils ont moins de crainte. Voilà, ils ont moins de crainte. Ils se disent, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais me lancer, parce que si je ne tente rien, j'ai rien. Voilà, c'est un peu ça leur manière de voir les choses. Et à force de tenter, ils finissent par réussir. Donc, en tout cas pour certains d'entre eux. Il y a une citation que j'aime bien, Kevin, c'est on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Et j'ai vraiment le sentiment qu'avant de partir, je pense que tu fréquentais des gens de promo, des gens qui en avaient beaucoup dans la tête ici, mais qui n'étaient pas forcément des doueurs. Et le fait de faire ce voyage-là et d'être entouré de personnes qui font avec moins de moyens que toi, t'as transformé en doueur. Et à partir de là, tu es rentré, tu as décidé d'acheter cet appartement. Et du coup, ça t'a un petit peu transformé cette expérience et tu es devenu la moyenne de ces gens-là finalement. Totalement. Pour illustrer cette citation. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi, je connaissais justement cette citation et je dois avouer que pendant un an, j'ai rencontré je suis sorti de mon cocon. Hein. Effectivement, la plupart des gens que je fréquente ont mon cursus, ou en tout cas sont plus ou moins proches de ce que j'ai pu moi-même faire auparavant, parce qu'on les a connus à l'école ou autre. Et c'est vrai qu'en rencontrant d'autres personnes et en étant confronté à leur manière de vivre, à la prise de risque quotidienne qu'ils ont dans leur vie, oui, forcément, je me suis imprégné de ça, et ça m'a donné un peu de confiance, de courage, en me disant, oui, ces personnes qui me sont proches, avec qui j'ai appris plus sur l'entrepreneuriat, sur les risques de la vie de manière générale, ça m'a poussé à me transcender, à tenter à mon retour quelque chose d'un peu plus différent de ce que j'aurais pu faire. C'est vrai que ça m'a changé. Ça, c'est quelque chose que même mes proches constatent. Oui, cette expérience-là, clairement, m'a permis d'avoir le déclic. Samuel parlait du déclic. Alors là, c'est vraiment ce déclic-là, et je l'ai ressenti en allant là-bas. Du coup, tu reviens, tu achètes ce premier bien. C'est ça. Comment tu te débrouilles? Comment tu le trouves? Dans quoi tu te lances? Une coloc, un immeuble, un appart? Attends, tu reviens, tu es salarié de Thales? Oui, je suis toujours salarié. Tu reviens en France, tu es salarié?
je reviens. Donc, Alors, il faut je reviens en financer un 2017. appartement, on est d'accord. C'est ça. Alors, je reprends un peu les choses dans le contexte. Je suis parti donc en 2017 pendant un an et je reviens début 2018. Début 2018, donc toujours salarié à Thales. Et j'investis donc à Rennes. Parce que voilà, moi je suis quand même pas totalement suicidaire. J'ai souhaité investir à un endroit où je avais quand même mes repères. Voilà, on a envie de se lancer, mais on n'est pas, on n'est pas très téméraire. Alors, on essaie de se dire on se lance, mais on garde quand même les pieds un peu sur terre. Et en fait, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est une amie à moi qui m'a permis vraiment de me lancer, de dire voilà, prends des risques, ose des choses. Parce que comme la plupart des gens, ben, quand je me suis décidé à investir dans la pierre, je me suis dit un petit studio, ça devrait être bien à Rennes. Je sais que c'est étudiant, donc voilà, je vais choisir l'emplacement, ça va bien se passer. Tous les éléments assez classiques qu'on peut retrouver, notamment sur Internet, hein, sur comment investir, voilà, voilà, on va dire des standards. Et c'est en rencontrant donc une amie qui est agent immobilier qui me dit, toi qui aimes les maths, puisque je me rappellerai toujours de ça, toi qui aimes les maths, je te mets un calcul rapide de rentabilité, voilà. Et sincèrement, je me rappellerai toujours de ça, c'est dans son bureau, un papier, elle m'a gribouillé le truc. Je suis reparti chez moi avec ces méthodes de calcul. J'ai cherché sur Internet, puisque ma formation en tant que docteur en électronique, c'est d'apprendre à chercher. C'est ça. Donc, je me suis tout simplement dit, je prends cette nouvelle thématique immobilière, investissement, rentabilité, cash flow, etc. Je travaille dessus et je fais les calculs. Et en fait, tout simplement, je me rendais compte qu'avec un studio, ce n'était pas intéressant, mais qu'en achetant une plus grande surface et en envisageant de la colocation, oui, ça devenait là beaucoup plus intéressant. Et c'est comme ça que je me suis lancé en fait dans l'investissement en achetant un T7 comme premier logement, en me lançant clairement dans l'investissement sur de la colocation. Donc ça, c'était en 2018, en septembre 2018, ouais, c'est ça, septembre 2018, où je me suis tout simplement dit, allez, on part pour l'aventure colocation, gestion d'un T7 à Rennes, et c'est comme ça que c'est parti, simplement. D'accord. Donc, tu trouves ce T7, c'est pas un petit projet? Non. Non, clairement. Tu l'achètes et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, je l'achète en 2018 et au début, je suis tout content. Je me dis, bon, tout se passe bien pour l'investissement. En plus, il était clé en main. C'est-à-dire qu'il disposait déjà des étudiants à l'intérieur. Voilà, j'avais des loyers assurés. Le projet était vraiment assez bien en place. Le souci, c'est que je me suis retrouvé dans l'espace de 2 mois à faire des allers-retours incessants à Rennes parce que j'avais des casses par-ci, des éléments par-là à réparer. Et je me dis, mais non, je vais pas acheter un logement pour me retrouver à devoir constamment faire des allers-retours puisque je travaillais en fait en Île-de-France, le logement est à Rennes. Donc, voilà, l'espace de 2 mois, j'ai dû faire peut-être 6 ou 7 allers-retours parce qu'il y avait un grille-pain à remplacer, il y avait une fuite d'eau, il y avait voilà, une poignée de porte qui s'était cassée. Là, je me suis dit, ah non, clairement, ce n'est pas ma vision en fait, de l'investissement immobilier que j'avais. Je me suis dit, j'achète le bien, le cash flow est bien calculé, tout passe nickel, mais pas au niveau de la gestion. J'avais pas du tout pensé à la gestion au quotidien, en fait, aux problématiques de gestion. Donc oui, en 2 mois, je me suis dit, je crois que c'était pas si bon investissement que ça, parce que mon temps, en fait, je consacre énormément de mon temps à la gestion de ce bien-là. Donc là, il y a un problème, et, il faut que je trouve un moyen de le résoudre. Et c'est comme ça. Tu n'avais pas anticipé ou le propriétaire qui te l'a vendu ne te l'a pas dit? Ou les deux? Alors, je ne l'avais pas anticipé. Le propriétaire qui me l'avait dit, et d'ailleurs, il m'a accompagné pour la suite. Il m'accompagne toujours, d'ailleurs, pour la suite de cette gestion-là. Oui, c'est un ami à moi maintenant, très honnêtement. C'est un ami à moi qui a eu la bonté de me prendre sous son aile. Voilà, je l'appelle mon doyen. Pour dire clairement, il m'a pris sous son aile pour me donner les ficelles du métier, puisque lui, il a une expérience assez longue justement dans l'investissement. Mais je n'avais pas conscience en fait de tout ce que cela engendrait. J'avais bien fait les calculs sous l'aspect financier, sous l'aspect rentabilité. Pour ça, j'en étais satisfait. Mais je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que cela aurait en termes de gestion, de temps à consacrer à ces tâches de gestion
que ce soit les états des lieux, puisque il s'agissait d'une colocation à baux individuel. D'accord. Donc, chacun est libre de partir quand il veut, ce qui fait qu'il y a des états des lieux, en veux-tu, en voilà, il y a des inventaires à faire, en veux-tu, en voilà. Donc, voilà, ça demande quand même énormément de temps. Et ça, clairement, je ne l'avais pas anticipé. Je ne l'avais clairement pas anticipé. Et j'ai dû, en l'espace, c'était septembre, octobre, c'est des rentrées justement des nouveaux arrivants. Donc, faut réparer des choses, il faut se déplacer pour pouvoir régler des problèmes. Et je me suis dit non, clairement, je ne peux pas. J'ai un travail qui me prend déjà beaucoup de mon temps. Je dois trouver une solution. Et malheureusement, les solutions qui s'offrent à moi n'étaient pas intéressantes. Je pense que vous les connaissez, hein, c'est les mettre en gestion sont bien. Une colocation T7 à baux individuel, les agences, elles n'aiment pas trop. Pour être honnête, elles aiment pas trop. Ça te coûte combien de crédit par mois ton appartement? 1 200 € de crédit. Et tu avais combien de loyer par mois? J'en ai pour 2 100 € de loyer. Ah, oui, donc tu as de quoi payer un sous-traitant, une agence, mais encore faut-il trouver une agence effectivement réactive et qui... Voilà, et qui accepte ce mode de fonctionnement. Il faut reconnaître que voilà, un logement avec un bail collectif, ça arrange tout le monde, ça arrange les agences, mais dès qu'on est sur des baux individuels, le tarif, c'était comme si c'était 7 studios. En fait. C'est vraiment comme ça qu'ils ont voulu, ils m'ont vendu en tout cas la solution de gestion, c'est en disant on considère chaque chambre étant un studio, donc vous devez payer pour cette studio. Et c'était pas quelque chose que j'envisageais au départ. Donc j'ai tout simplement décidé de passer par des proches, hein, tout simplement des proches qui géraient pour moi occasionnellement quand j'en aurais besoin. Je les appelle, est-ce que tu peux me rendre un service, allez, tel endroit. Mais malheureusement, ce n'est pas une solution pérenne, quoi. On n'investit pas pour que d'autres personnes gèrent à notre place. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Donc, il me fallait un assistant. Il me fallait trouver une solution pour pouvoir déléguer à la carte, en fonction de mes besoins, les différentes prestations pour mon logement. Et c'est comme ça que justement est venue l'idée de mon Agile, avoir un assistant à la gestion immobilière locative. Tout simplement, c'est quelqu'un ou en tout cas des professionnels qui pourront, quand j'en ai besoin, pouvoir réaliser des prestations pour moi, que ce soit des états des lieux ou autres. Et c'est comme ça, voilà, que je me suis lancé dans l'aventure en me disant, tiens, il y a peut-être une idée à creuser sur cet aspect-là pour les investisseurs qui ont des besoins occasionnels ou même récurrents de services. On pourrait avoir quelque chose d'un peu plus flexible à la carte qui aiderait l'ensemble des investisseurs. Donc voilà comment ça a démarré à partir de mes pépins, des pépins que j'ai eu dans mon T7, que je me suis lancé dans cette folle aventure d'un assistant numérique à la gestion. Alors, tu expliquais que tu n'avais pas beaucoup de temps pour justement gérer cet appartement-là, mais tu arrives à trouver du temps pour créer cette startup qui est mon avis finalement. C'est vrai que c'est un peu paradoxal quand on peut voir les choses de cette manière, mais disons que le temps que je consacre à la startup, notamment au démarrage d'un projet entrepreneurial, c'est beaucoup de rédaction. On fait du calcul, on peaufine son business plan, on fait ce type de tâches. Alors que la gestion locative telle que j'avais besoin en fait de la faire, c'était les déplacements. Et les déplacements, notamment de l'Île-de-France à Rennes, ça représente son coût, que ce qu'on est en train ou en voiture, c'est du temps à consacrer pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, c'est compliqué. Très honnêtement, ça demande du temps et un temps où on peut pas consacrer à autre chose. Parce qu'il faut vraiment être sur place et disponible. Alors que voilà, le soir et le week-end, quand j'étais seul, je pouvais très bien travailler sur mon business plan, travailler sur mon étude de marché, travailler sur ce type de tâches, de manière à faire avancer mon idée entrepreneuriale sans pour autant que ça ait un impact sur mon travail, en fait, sur mon travail au quotidien, sur mon activité salariale. Donc c'est vrai que voilà, on pourrait dire, c'est paradoxal, il n'avait pas de temps pour la gestion, mais il avait du temps pour l'entreprise. Voilà, j'ai fait les deux en simultané. C'est-à-dire que voilà, j'arrivais à gérer la partie rédactionnelle en prenant forcément un peu
ça prend un peu de place sur mon travail au quotidien, mais bon, c'est, c'est, on va dire que j'arriverai à gérer les deux, à jongler avec même les trois. Si je parle de mon boulot, mon envie d'entreprendre et l'investissement locatif, j'arriverai à gérer. Ok. Donc, quelles sont les premières étapes? Comment tu te lances? Qu'est-ce que tu fais pour lancer ta startup? Alors, au niveau du démarrage, c'est assez paradoxal aussi parce que de base, j'avais commencé à travailler sur ce projet de manière, voilà, seul dans mon coin. Je ne m'étais pas dit forcément que ça allait déboucher sur une entreprise. C'est en fait tout simplement j'ai candidaté à un appel à projet de la CCI du Val d'Oise où ils demandaient juste ceux qui ont des idées d'entreprise de les soumettre. D'accord, de les soumettre. Il n'y avait pas forcément besoin de quelque chose d'élaboré, mais c'était juste une plateforme. Je crois que c'était le dispositif Entrepreneur Leader, c'est un nom de quelque chose de ce type. Et j'avais commencé en fait à dire voilà, j'ai une idée, ça peut être intéressant. Voilà l'idée que je veux une plateforme qui permettrait voilà, de commander à la carte pour des investisseurs les différentes prestations. Sauf qu'ils demandent énormément quand même de pièces, d'éléments. Et ça m'a fatigué. Ça m'a vraiment fatigué. Donc, j'ai sauvegardé la demande incomplète et j'ai abandonné l'idée de ce concours. Et c'est la CCI du Val d'Oise qui m'a rappelé, tout simplement, qui m'a dit votre projet, il y a quelque chose à creuser. Est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre? Et je me suis tout simplement rendu, c'était sur une pause entre midi et 14h. Je me suis rendu à la CCI, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai échangé sur cette idée. Là, j'avais quelqu'un en face de moi avec qui je pouvais parler. Et c'est comme ça que ça a démarré, puisque la CCI m'a accompagné durant les 4 ou 5 mois qui ont suivi dans la conception justement de ce projet de start-up. Et c'est par ce bout-là, en fait, que j'ai commencé à vraiment me dire, oui, il y a quelque chose à creuser, à faire de concret. Et effectivement, ça a commencé quelques mois après l'achat de mon logement à Rennes. Ça devait être en décembre ou janvier 2019. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant un certain nombre de temps. Ils m'ont mis en relation avec des partenaires, notamment la Banque Populaire qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui sur ce projet. L'initiative 95 également. Donc, je ne sais pas que vous connaissez, mais voilà, c'est des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé pris dans une sorte d'engouement autour de mon projet qui m'a amené à la conception de l'entreprise en 2020 avec la plateforme qui était conçue et disponible pour les différents investisseurs qui en avaient. D'accord. Alors, juste, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Lorsque tu quittes la Guadeloupe pour revenir travailler en France, donc tu passes par le Qatar. Alors, non, c'est vrai que je suis parti. En fait, j'ai fait mes études en Ille-et-Vilaine à Rennes, exactement. J'ai fait mes 8 années d'études. J'ai obtenu mon doctorat à l'université de Rennes et je suis parti ensuite au Qatar. D'accord. Donc, j'ai directement après mes études. D'accord. Je te pose la question parce que ce que je vois, c'est que finalement, tu vas au Qatar, tu te retrouves entouré de gens qui font et qui t'incitent inconsciemment à te lancer dans l'investissement immobilier. Tu reviens ici, tu fais le dossier pour la CCI, ça ne marche pas, mais finalement, c'est eux qui te rappellent et qui mettent tout à disposition. Et une fois de plus, tu te retrouves entouré de gens qui te donnent des outils pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ton histoire, c'est assez beau parce qu'à chaque fois, tu arrives à te trouver aux bons endroits avec les bonnes personnes. Et il y a quelque chose qui émerge. J'ai eu de la chance. Moi, je le vois comme ça parce que je n'étais vraiment pas forcément programmé pour cela. C'est-à-dire qu'avec mon doctorat, je me suis dit, voilà, tout simplement, je vais travailler en tant qu'ingénieur et je vais travailler dans mon domaine d'activité et être spécialiste dans mon secteur. Et effectivement, ce sont les rencontres qui m'ont apporté et qui m'ont permis de voir différemment, en fait, une ouverture d'esprit en fait que j'ai pu avoir grâce à ces rencontres-là, que ce soit au Qatar, que ce soit même au niveau entrepreneurial avec la CCI ou l'Initiative 95, où j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui avaient cette envie d'entreprendre, qui avaient déjà peut-être entrepris auparavant, qui avaient aussi le réseau pour m'accompagner, pour me rassurer également. Même jusqu'à aujourd'hui où mon agile est incubé à la Turbine, donc incubateur à Cergy,
où je rencontre également d'autres personnes qui continuent à nourrir mon envie entrepreneuriale par les rencontres, par les histoires, par les conseils, par les recommandations. Et c'est vrai que c'est une chance. C'est une chance d'avoir pu être accompagné, entre guillemets, par des personnes. Ok, top. Donc, Mon Agile, finalement, tu lances une startup, tu es accompagné. Comment ça se passe? Quelles sont les premières étapes entre le moment où tu as cette réflexion-là et Ouais. Mon Agile arrive sur le marché? Alors, la première étape était d'avoir une plateforme suffisamment fiable. Parce qu'on parle beaucoup du numérique, la numérisation des services. Et moi, j'avais donc cette volonté d'avoir une plateforme suffisamment robuste pour que des investisseurs ou des agents immo, peu importe ceux qui auraient besoin de ce type de service, puissent directement faire leur demande. Et pour ça, j'ai vraiment appuyé sur l'aspect technique en me disant je veux. Alors, Kevin, moi, je vais juste t'interrompre. Si tu peux baisser, il y a un écho. Je crois que ça vient de chez toi parce que tu n'as pas de retour dans ton casque. Donc, si tu peux baisser le son de ton ordi, je pense. D'accord. Je vais essayer. Et on coupera au montage. Parle pour voir. C'est mieux ici? Oui, j'ai l'impression que c'est mieux. D'accord, bon, tant mieux. Je disais donc oui, c'est l'aspect technique qui m'importait au démarrage. Je pense que c'est un peu une déformation professionnelle avec l'aspect recherche. Il faut que les choses soient carrées, qu'on puisse justifier tous les éléments. Donc j'ai pris beaucoup de temps sur cet aspect-là parce que je voulais proposer quelque chose de qualité. D'accord, mais vraiment poser quelque chose de qualité. Donc, ça a pris énormément de temps de trouver le bon prestataire pour pouvoir réaliser la plateforme, qu'on puisse élaborer un cahier des charges précis, qu'on puisse travailler justement sur les besoins en fait de l'outil et des investisseurs et aussi bien des prestataires qui vont réaliser des prestations. Et c'est en cela que ça a été compliqué parce que c'est une co-construction constante avec différents profils qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et mon objectif, c'était vraiment de réussir à allier ces besoins-là, en fait, tout simplement. De vraiment faire en sorte que on retrouve d'un côté les demandeurs, donc les agents IMO, les investisseurs, les propriétaires et locataires avec leurs besoins, et surtout les prestataires avec les leurs, et de pouvoir essayer de pouvoir matcher en fait ces choses-là au travers d'une application qui permettrait vraiment à tout le monde d'être sécurisé. Donc ça nécessitait beaucoup d'énergie et de temps, et j'ai passé énormément de temps en priorité sur ces aspects-là. D'accord ? Et une fois que la plateforme avait une version bêta qui était cohérente, correcte, je me suis dit, voilà, là, je peux la proposer directement au marché et voir si cela peut intéresser du monde. Donc, ça a été beaucoup d'aller-retour entre le service informatique pour obtenir quelque chose de robuste, mais en même temps, il me fallait gérer toute la partie administrative. Donc là, c'est une société qu'on crée, donc il faut gérer cette partie-là. Derrière, les aspects financiers, puisque je suis accompagné effectivement par la Banque Populaire, mais il y a des engagements qui sont liés à cela. Donc c'est vraiment échelonner son temps de manière à vraiment être efficace sur chaque tâche. Et c'était vraiment cette partie qui a pris. Le démarrage, on va dire, de Mon Agile, c'est vraiment sur l'aspect structuration en fait, de l'ensemble du projet, de manière à vraiment essayer de limiter les risques au maximum. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir en 2021 un produit totalement commercialisable avec Mon Agile directement sur les 4 zones d'activité où nous sommes implantés actuellement. Alors, tu vas nous dire quelles sont ces 4 zones et surtout, qu'est-ce qu'on retrouve sur Mon Agile? Quel type de service aujourd'hui un investisseur ou une agence peut retrouver sur Mon Agile? Alors, c'est vrai que sur Mon Agile, c'est vrai que j'en ai pas très peu parlé, mais notre volonté, c'est vraiment de rendre accessible facilement les services à l'ensemble des investisseurs. Qu'on a besoin d'un état des lieux, de ménage, enlèvement d'encombrants, pressing, vraiment toutes les tâches, on va dire un peu énergivores et chronophages liées à la gestion d'un bien, on peut les commander en 5 clics sur Mon Agile. Donc, on a une grille tarifaire complète de l'ensemble de nos prestations. On a forfaitisé ces prestations-là à l'aide justement des co-constructeurs, des artisans professionnels avec lesquels on a co-construit la solution, de manière à avoir des prix cohérents
Et on a travaillé sur l'aspect expérience client avec directement les investisseurs et les gestionnaires, de manière à savoir quelle est la façon d'avoir le service le plus rapide et le plus efficace pour eux. Et c'est pour cela qu'on a trouvé ce système un peu sur le modèle d'appel d'offres, hein, où c'est le client, le demandeur, qui va stipuler le lieu, la prestation qu'il souhaite et la date et l'heure de cette dernière, justement, pour un prix fixe. Il va stipuler cela dans une demande qui va être soumise à l'ensemble des artisans professionnels, donc une prestation certifiée. C'est-à-dire que c'est vraiment le demandeur sait ce qu'il veut, quand il le veut, et il soumet en fait cette demande aux différents professionnels sur notre plateforme. De cette manière, il a une maîtrise complète en fait du process de sa demande, de son intervention, et il peut faire un suivi en temps réel de l'intervention. Il peut apporter des détails, un complément d'informations à ses demandes, de manière à vraiment caractériser complètement sa demande, et ça à un prix fixe. Et c'est ça qui avait été demandé lors de l'étude justement du projet avec ces co-constructeurs investisseurs immobiliers qui nous ont apporté leurs demandes, leurs besoins, la façon dont ils souhaitaient obtenir rapidement et efficacement les différents services liés à la gestion locative. D'accord. Alors, je vais juste revenir sur la partie prix. Tu as dit que c'était la personne qui faisait la demande, c'est elle qui détermine le prix ou non? C'est vous qui, en fonction de la demande, êtes capable de déterminer le prix? Alors, nous avons travaillé sur une grille tarifaire avec nos partenaires. On a donc défini le cadre des différentes prestations. Donc, on a une description détaillée pour éviter tout quiproquo sur les attentes en fait de la mission. Et on a un prix fixe qui est généralement tributaire du temps passé pour l'intervention ou de la taille du logement. Par exemple, pour les états des lieux, c'est en fonction de la taille du logement. Pareil, les diagnostics, on a des formules. Voilà, on réalise un certain nombre de prestations qu'on a pu forfaitiser au préalable avec nos partenaires. Il faut savoir que sur Mon Agile, toutes les prestations sont réalisées, sont ajoutées avec l'aval de nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'un client nous indique, voilà, j'aurais besoin de telle prestation, nous on va la soumettre en fait à nos artisans professionnels, savoir cette prestation, est-ce qu'elle est faisable, est-ce qu'elle est forfaitisable, entre guillemets, est-ce qu'on peut lui mettre un prix fixe, quels sont les critères, quel est le prix qui pour vous est cohérent pour que vous aussi puissiez rentrer dans vos frais, de manière à constamment co-construire la solution. Et c'est ça notre volonté, c'est que l'outil réponde aux besoins de ses utilisateurs. Donc, c'est comme ça que nos prix sont étudiés. Et toute la grille tarifaire de Mon Agile aujourd'hui, ce sont des prix qui ont été validés par les utilisateurs au travers justement de sondages ou d'études de marché et actuellement de différents échanges avec ces utilisateurs. D'accord. Alors, tu n'as juste pas encore dit, vous êtes présent où, Mon Agile? Oui, c'est vrai, on est présent. C'est ma question. Aujourd'hui, on est présent en Île-de-France, également dans les Bouches-du-Rhône et l'île-et-Vilaine. Et l'île-et-Vilaine, on est également présent en Guadeloupe, d'où je suis originaire. Donc, forcément, j'ai voulu démarrer mon projet un petit peu chauvin. Mais voilà, en tout cas, c'est dans ces 4 zones et justement, on est en phase de croissance pour s'ouvrir dans les départements voisins et dans d'autres zones d'intérêt, justement, pour les investisseurs. Notre objectif, je pense que tout le monde le comprend, c'est d'être national le plus rapidement possible, mais sans dégrader la qualité. En fait, c'est surtout ça notre credo, c'est de pouvoir garantir des prestations de qualité. Et pour ça, donc, on certifie nos partenaires. On les certifie, on se déplace pour voir comment ils travaillent. On accompagne justement ces derniers pour garantir le fait qu'ils soient professionnels, qu'ils disposent de toute la partie administrative nécessaire, les assurances et autres, et qu'on puisse être garant en fait en se déplaçant pour voir comment ils travaillent, leur professionnalisme. Donc c'est un réseau assez fermé, Mon Agile, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas tous les artisans qui se présentent à nous. C'est un petit côté élitiste, mais on le comprend parce qu'on souhaite vraiment garantir des prestations de qualité. Donc, ils sont soumis à une certification en interne qui permet de donner accès ou pas à cette plateforme et à l'avantage qu'on propose, puisque c'est totalement gratuit pour les artisans. Ils utilisent l'application totalement gratuitement. Ils ont juste les demandes qui tombent sur leur ordinateur ou sur leur téléphone portable et ils ont à les accepter ou les refuser. Et comme j'ai dit, les prix étant étudiés au préalable avec d'autres de leurs confrères, on est dans des tarifs qui sont totalement cohérents. Donc, nous, derrière, on doit garantir des prestations
bien faite. Et pour ça, on est garant de ça en faisant ces interviews, ces enquêtes. Et c'est ce qui justifie qu'on ne soit pas encore national, puisque c'est un travail qui est extrêmement fastidieux. On comprend bien que certifier des artisans, se déplacer pour assister à leurs travaux ou à la manière dont ils font les tâches, ça demande du temps, ça demande de l'organisation et nous, on ne souhaite pas justement perdre de la qualité, donc on préfère ouvrir progressivement sur d'autres zones quand on maîtrise l'ensemble des critères nécessaires pour ouvrir dans cette zone. Comment tu gagnes ta vie si c'est gratuit côté, tu ne prends pas de commission sur l'intervention de l'artisan, c'est sur le propriétaire alors? Alors si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc au niveau du business model de Monagile, c'est nos clients donc qui nous rémunèrent pour la flexibilité qu'on offre. Comme j'ai dit, ils ont la possibilité de totalement définir leurs prestations, heure, date, commentaire et le lieu. Ce qui fait que pour pouvoir imposer ces critères, ils ont un forfait à payer en fait sur... Ouais, tu as des packs, j'ai vu sur ton site, c'est ça, soit prestation unique, soit abonnement, etc. C'est ça, c'est-à-dire que il faut en faire du volume ça pour gagner sa vie par rapport à ça, parce qu'à 7 € ou 9 € par mois. Bien sûr. Après, effectivement, on applique aussi une commission sur les prestations. Avec une commission sur les prestations, mais c'est vrai qu'au niveau de nos forfaits, on a un forfait en pack qui permet en fait d'utiliser l'outil au bon vouloir, à la carte. C'est un système de tickets, de ticketing où on achète 200, 300 tickets et on les utilise comme on souhaite. C'est souvent cette formule qui est appréciée par les agents immobiliers et comme ça, ils peuvent, pour n'importe quel logement, demander des prestations selon leurs besoins. Et on a une autre formule qui est un peu plus liée à des profils Airbnb ou des personnes qui ont des récurrences au niveau du même logement. Donc un propriétaire, un investisseur qui a ses 5, 6, 10 biens et qui a de la récurrence sur ces biens-là. On a des formules plus intéressantes où justement c'est en utilisation en illimité de notre solution pour un abonnement annuel ou mensuel. Donc voilà, au niveau du fonctionnement de Monagile. Après, bien sûr, on a d'autres options en interne justement qui permettent d'améliorer en fait l'utilisation de nos solutions, que ce soit des photos, vidéos pour vérifier les prestations, puisqu'on peut faire des prestations à distance. C'est ça l'intérêt aussi, c'est de pouvoir commander à distance. Si certaines personnes souhaitent être sécurisées, on peut mettre en place un système de vérification photo, vidéo. Voilà, il y a des éléments comme ça qui sont des options qui permettent également d'améliorer l'expérience et qui sont aussi payantes. Mais voilà, globalement, c'est comme ça. C'est le business model de Monagile dans son format. Ok, top, merci beaucoup. Aujourd'hui, du coup, Monagile, c'est la garantie que je peux faire un investissement immobilier à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi et je peux bien dormir la nuit parce que je sais que c'est bien géré et que j'ai accès à Monagile, du coup, un outil qui me permet de pouvoir avoir accès à toutes les prestations dont j'ai besoin pour gérer mon bien à distance. Exactement. Aujourd'hui, qu'on soit expatrié, donc on vive à l'étranger, qu'on ait un logement à gérer, peu importe, actuellement, en tout cas dans les 4 zones où on est implanté, on peut très bien gérer depuis son téléphone, tout simplement. On a l'application mobile également. En 5 clics, on obtient la prestation dont on a besoin. Un état des lieux qu'on souhaite déléguer, un ménage qu'on souhaite faire, un aide de déménagement, un pricing, quelle que soit la prestation, on a la possibilité de la commander en 5 clics sur notre plateforme, en toute clarté, en toute simplicité, et de faire le suivi surtout de cette prestation directement aussi depuis son téléphone, avec un certain niveau de sécurité, puisqu'on garantit en fait la réalisation des prestations grâce à des systèmes de sécurité en fait. Tout simplement, on n'est pas satisfait d'une prestation parce qu'elle n'a pas été réalisée. Le paiement peut être bloqué par le demandeur de manière à vraiment s'assurer que tout le process de réalisation se passe correctement. C'est vraiment prendre l'ensemble des craintes des investisseurs et trouver des manières, des façons de répondre. C'est vraiment sur ça qu'on a focalisé notre attention pour que tous les investisseurs puissent dormir tranquilles la nuit s'ils utilisent Monagile. Voilà, je sais que j'ai un serrurier qui va pouvoir intervenir en 5 clics parce qu'avec Monagile, je peux le commander et directement, il y aura le prestataire compétent qui pourra réaliser la prestation pour moi à distance. Donc voilà, c'est vraiment cette plus-value-là qu'on souhaitait apporter.
D'accord. Et au niveau du recrutement des prestataires, est-ce que vous les formez un petit peu? Comment ça se passe à ce niveau-là pour garantir que le niveau des prestations soit toujours le même, quel que soit le prestataire auquel on fait appel? Alors justement, ça revient avec la certification dont nous parlions il y a quelques minutes. En fait, dans notre process, on donne quand même une certaine liberté d'action, que ce soit au propriétaire ou à l'artisan. C'est-à-dire que la prestation est quadrillée parce qu'on définit donc le type de prestation souhaitée. Derrière, le prestataire et le client doivent échanger, doivent pouvoir peaufiner cette dernière, d'accord, apporter les détails, les détails qui vont permettre de réaliser la prestation. Nous, derrière, ce que l'on assure, c'est que le prestataire compétent est en accord en fait avec notre charte d'engagement et également compétent pour réaliser la prestation attendue. D'accord? Donc, c'est justement ce temps de certification qui nous permet de garantir en fait les prestataires qui sont sur notre plateforme. Donc, c'est un temps conséquent en fait de notre travail, consacré à ça, hein, à la certification de ces derniers. Donc, s'assurer je vais prendre des exemples concrets, hein, ça va permettre peut-être de mieux comprendre. Quelqu'un qui va faire un état des lieux, quelqu'un qui dit qu'il veut faire des états des lieux ou qui est expert en état des lieux, on va tout simplement vérifier sur place, se rendre avec lui lors d'un état des lieux, voir comment il travaille, pour vraiment juger de son professionnalisme. Et ça nous permet généralement de faire le tri, hein. On le fait assez, on a maintenant l'habitude, on fait assez bien le tri de ceux qui conviennent en fait à notre image, ou en tout cas l'image qu'on veut véhiculer par rapport à Monagile, dans le sérieux et dans le professionnalisme, et de dire oui, on vous intègre, non, on ne vous intègre pas à notre réseau, à notre solution. Donc c'est vraiment la partie la plus stricte en fait du processus d'utilisation de Monagile. Autant un propriétaire ou un investisseur peut utiliser l'outil comme il le souhaite, l'accès à l'outil pour les artisans est beaucoup plus réglementé en ce qui nous concerne. Parce que le ménage, je pense notamment au cas du ménage, hein, on en a parlé dans des précédentes interviews, c'est un véritable cauchemar. C'est très compliqué de former des personnes, d'avoir des personnes dans la durée, le niveau de qualité, etc. etc. Tu arrives à gérer ça, toi? Oui, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on a eu des prestations de ménage. Nous, on a deux garanties. Bon, d'une part, la certification de nos partenaires. Donc, on se déplace, on voit comment c'est réalisé. On a également des prestataires premium. C'est comme ça qu'on les définit, les prestataires premium, avec lesquels justement on a co-construit la solution et dans lesquels on a une confiance accrue, hein, puisqu'on a travaillé avec eux depuis un certain temps. Et ces derniers sont garants en fait de la réalisation de la prestation en cas de défaillance. C'est-à-dire que notre souhait, c'est vraiment quand je vous parlais à l'instant du fait qu'on puisse bloquer en fait une prestation, si jamais le client il n'est pas satisfait, il peut bloquer sa prestation. Justement, dans un cas de ménage où ça ne se passerait pas forcément comme on le souhaite, nous on a des prestataires premium de confiance qu'on va envoyer pour solutionner les éventuels litiges. Donc ça permet vraiment de garantir que la prestation sera faite. Nous on gérera par la suite avec le prestataire défaillant, mais au terme d'expérience client, nous notre volonté c'est qu'il puisse systématiquement obtenir la prestation qu'il attend. D'accord? Donc, que ce soit avec nos partenaires ou avec nos partenaires premium, nous garantissons, ou en tout cas nous faisons tout le nécessaire pour que la prestation soit réalisée comme le client le souhaite. Et ça, c'est important de le noter parce que c'est la crainte. Hein. L'exemple du ménage, on le connaît tous et on en a bien conscience. Le ménage, c'est quelque chose de très relatif, j'allais dire relatif. Oui, c'est très relatif, puisqu'il y a une certaine forme de sensibilité de chacun sur oui, mais c'est propre ou c'est pas propre. Voilà. D'où ma question, c'est vraiment le point d'achoppement général. C'est ça. Tu as des lieux et ménages, c'est là où tu as des problèmes. Exactement. Et nous, justement, dans toutes les prestations que l'on propose, on permet en fait aux propriétaires d'indiquer, ou l'investisseur d'indiquer ce qu'il souhaite précisément. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai un ménage, j'ai des points d'attention particuliers que je souhaite indiquer. On a justement ce module dans les demandes d'intervention de Monagile qui permettent d'ajouter, attention,
moi, la salle de bain, il y a des traces par exemple, de moisissures. Je souhaite que dans le ménage, on puisse traiter ces moisissures. Attention à l'état des lieux, je veux une précision une attention sur le parquet. Voilà, donc toutes ces précisions sont indiquées au niveau directement de la demande, ce qui permet en fait au prestataire de savoir à quoi il va être confronté. C'est de dire oui, clairement, voilà en quoi je m'engage, il y a la prestation, plus les caractéristiques précises que le propriétaire aura apportées. De manière à vraiment qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de mésentente entre ce qui est attendu du prestataire, du client et ce que va réaliser le prestataire. Donc cette forme-là, elle est liée justement aux commentaires qu'on a pu avoir des investisseurs. C'est eux qui nous ont dit, oui, je suis d'accord, le ménage c'est un problème, mais comment on fait pour garantir le ménage de qualité? C'est avec ces systèmes justement de sécurisation en fait de la prestation qu'on garantit. Ok, et mon Agile, donne-nous un peu des chiffres. C'est quoi c'est qui ta clientèle? Est-ce que c'est plutôt des agences, des particuliers, des propriétaires en direct? Est-ce que c'est combien de prestations? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre ou comme objectif de chiffre sur cette année? Est-ce que tu es profitable? Est-ce que c'est toi qui es actionnaire principal? Enfin, dis-nous un peu plus sur ça. Alors, je vais vous donner quelques infos. Alors, au niveau de l'actionnariat de mon Agile, donc effectivement, je suis majoritaire, je suis le fondateur de cette solution. Mais aujourd'hui, il y a également dans l'équipe dirigeante donc Aurélien Bouty qui est mon associé sur ce projet avec qui je travaille. Au niveau donc des chiffres. Sur mon Agile, aujourd'hui, c'est plus de 300 utilisateurs. D'accord? Ok. Nos cibles, c'est plutôt. Alors aujourd'hui, on a des cibles plutôt B2B. On souhaite proposer notre solution aux agences immobilières, notamment parce que voilà, c'est elles qui ont le plus de flux. En tout cas, aux profils qui ont beaucoup de flux en termes de besoins. Donc, les investisseurs en font partie. C'est vrai que les propriétaires, bailleurs et les locataires sont moins ciblés. On en a clairement, mais ils vont nécessiter 1 ou 2 interventions dans l'année, par exemple. Ouais, sinon, c'est les multipropriétaires. Les gens voilà, c'est ça. Donc, appartements, eux, ils comprennent vite l'intérêt de sous-traiter. Exactement. Donc, moi, je les mets plutôt dans investisseurs IMO qui ont 5, 6, 10 logements et qui ont ce besoin de ressources, parce que c'est ce qu'on apporte. En fait, on est une besace, une conciergerie immobilière, des ressources disponibles. Donc voilà plutôt nos cibles aujourd'hui, tout ce qui est investisseurs IMO et agences immobilières, administrateurs de biens. On travaille principalement sur ces derniers qui ont justement du flux, qui ont des besoins récurrents en termes de prestations. Après, on a 100 sur les 4 zones géographiques, on est à 115, je crois, au dernier chiffre, 115 intervenants, 115 partenaires professionnels inscrits pour différents corps de métier. On a 15 prestations au total sur mon Agile que l'on peut réaliser. Donc voilà, on a pour couvrir ces 115 prestations, on a à peu près sur ces 15 prestations, on a à peu près 115 intervenants. Voilà. Et tu es profitable aujourd'hui ou tu n'es pas encore profitable? Non, pas encore. Mais cette année, c'est notre objectif, en fait, très clairement, puisqu'on a pu confronter notre solution au marché. Donc, j'ai dit en 2020, création de la société, 2021, commercialisation. Donc, cette année, l'année 2021 nous a permis vraiment de nous confronter à l'ensemble du marché et à réaliser nos premiers chiffres d'affaires. Et cette année, c'est la confirmation. Donc, selon nos prévisions, voilà, on devrait totalement être à l'équilibre, plus qu'à l'équilibre d'ailleurs, durant cette année 2022. Donc, on y travaille. La rentrée était chargée pour nous, elle est encore. Donc on continue à travailler dans ce sens. Donc, on est plutôt satisfait. Il y a de belles perspectives à venir, puisque je pense que tout le monde voit un peu l'intérêt entre l'utilité que peut avoir cette solution. Maintenant, c'est de la démocratiser, en fait, tout simplement. C'est de la démocratiser auprès des investisseurs et des administrateurs de biens. Et ton objectif c'est est-ce que tu veux continuer de contrôler et croître, ou faire des acquisitions, ou faire faire une levée de fonds? C'est quoi, dis-nous, en 2-3 ans, ton objectif? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc la levée de fonds fait partie de nos objectifs sur notre roadmap. Alors, l'inconvénient de cette approche, c'est qu'on veut garantir vraiment les prestataires. Et cela, quel que soit notre rythme, il faut qu'on se déplace et qu'on regarde comment les gens travaillent. Parce que c'est vraiment un point d'attention
qui a été remonté lorsqu'on a étudié le projet. Les gens veulent être sûrs de la qualité des prestations. Donc nous, on ne peut pas prendre le risque de se griller, excusez-moi le terme, mais si derrière on a des prestations de mauvaise qualité. Donc pour pouvoir ouvrir nationalement, c'est ça, notre roadmap, c'est vraiment d'ouvrir nationalement, il faut qu'on puisse certifier un certain nombre de zones géographiques avec des prestataires compétents. Donc, dans un premier temps, ça sera donc d'ouvrir dans ces zones-là, d'accord ? C'est vraiment d'ouvrir dans ces zones-là. L'objectif donc de la levée de fonds va dans le sens de notre but d'une ouverture nationale pour nous permettre d'avoir les moyens de couvrir plus largement les différentes zones d'intérêt. Donc, on parle de région toulousaine, on parle de la région lilloise, bordelaise, lyonnaise. Voilà, c'est des zones où on sait qu'il va falloir qu'on s'implante, mais qu'on certifie les partenaires là-bas. Donc pour ça, il faut des ressources, il faut des moyens. Donc l'objectif étant 2023 d'envisager une levée pour clairement pouvoir step up, de vraiment augmenter et croître pour mon agile. Donc voilà, 2023, on envisage cette levée. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On ne présage de rien, mais dans notre roadmap, c'est ça. Ouverture nationale 2023 et dans le meilleur des cas, dans 5 ans, ça serait de toucher les zones limitrophes en fait à la France où on pourrait scaler en fait notre projet sur d'autres pays. Puisque les besoins sont les mêmes. C'est clair. J'ai vu d'ailleurs que tu as fait un partenariat avec Platéo. Romain, c'est le premier interview qu'on a fait sur notre chaîne, tu vois. D'accord. Bon, comme quoi. Oui, justement, j'ai travaillé avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Clairement, c'est notre objectif. Donc, on invite tous les professionnels qui sont intéressés ou qui seraient intéressés par nous, par cette aventure, à nous contacter. L'idée, c'est vraiment aussi de leur faciliter l'accès aux différents travaux. Nous, c'est vraiment sur ça qu'on se focalise. Donc voilà, on est toujours ouvert à des partenariats, à des échanges. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment lever de fonds pour permettre la croissance et d'être national pour pouvoir proposer nos services sur toutes les zones d'intérêt pour les investisseurs et les administrateurs. C'est top. Kevin, merci beaucoup. C'était très riche, très enrichissant. C'est gentil. Dernière question pour toi, s'il te plaît. Pour toi, c'est quoi la définition d'un entrepreneur ? Alors, un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui prend des risques, qui ose, clairement, qui prend des risques et qui ose. Moi, je caractériserais vraiment l'entrepreneur par ça, par la prise de risque, l'audace. Pour moi, un entrepreneur doit être audacieux. On a tous peur, on a tous des craintes, mais le fait d'oser, de sauter, de prendre ce risque-là fait pour moi un investisseur qualifié. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Et on arrête. Merci Kevin. À très vite. Avec plaisir.